Parmi les différentes questions existentielles qu'on peut se poser, il y a celle-ci. Mais quel est donc le but des laboratoires qu'on fait en classe? À cette question, la réponse va être différente pour chaque laboratoire. Par exemple, si on prend le laboratoire sur la loi de Hess, le but était justement de prouver la loi de Hess. Notre hypothèse pour ce labo est que la somme de la chaleur de réaction des deux premières réactions nous donne la chaleur de réaction de la troisième réaction. On sait que ce labo porte sur la loi de Hess, mais il serait intéressant de connaître d'où vient cette loi. Eh bien, si on se penche sur l'historique de la loi de Hess, on découvre que son nom vient du scientifique Germain-Henri Hess. En effet, c'est parce que c'est ce scientifique qui l'a élaboré en 1840. On peut voir que la loi de Hess est importante puisqu'elle nous permet de trouver la chaleur de réaction, même lorsqu'il s'agit de réactions plus complexes. La calorimétrie ne nous permet en effet pas de trouver la chaleur de réaction de toutes les réactions, surtout lorsqu'elles sont trop lentes ou trop violentes. Mais avec la loi de Hess, on peut décomposer une réaction complexe en plus petites réactions qui sont plus simples, et il nous suffit de les additionner pour trouver la chaleur de réaction globale. Aujourd'hui, la loi de Hess peut être appliquée dans plusieurs domaines. Par exemple, dans l'industrie alimentaire. En effet, dans les aliments, la loi de Hess permet de trouver la quantité d'énergie libérée par un corps qui est en train de digérer la nourriture pour ainsi, par la suite, trouver le nombre de calories dans l'aliment. Ensuite, il y a aussi dans l'industrie automobile où la loi de Hess est très importante. Les entreprises automobiles peuvent donc prédire combien d'énergie le moteur d'une voiture utilise ou produit lorsqu'il brûle un carburant, par exemple l'essence. Nous allons maintenant résumer le laboratoire. Alors pour commencer, la première réaction. Nous avons débuté en pesant environ 8 g de NaOH. Nous avons ensuite mesuré 200 ml d'eau. Nous l'avons mise dans le bol de séromousse avec le barreau magnétique, puis nous avons pris la température de l'eau. Nous avons commencé à agiter l'eau avec la plaque agitatrice et nous avons ajouté le NaOH. Nous avons attendu la fin de la réaction pour pouvoir noter la température finale. Pour cette même réaction, nous avons effectué deux autres essais, le premier avec 15 g de NaOH pour 250 ml d'eau et le second avec 13 g de NaOH et 180 ml d'eau. Pour la réaction 2, nous avons à nouveau pesé 10,8 g de NaOH. Pour cette réaction, nous avons utilisé le ballon jaugé. Pour commencer, il fallait verser un peu d'eau distillée dans le ballon jaugé pour ensuite verser la masse de NaOH. Par la suite, nous avons agité le tout en prenant soin de refermer le ballon jaugé avec le bouchon niaise. Ensuite, nous avons rajouté de l'eau distillée et comme l'étape précédente, agité la solution. Après toutes ces étapes, il fallait transférer la solution dans une éprouvette et laisser reposer jusqu'au cours suivant. Au cours suivant, nous avons de nouveau transféré le mélange dans le ballon jaugé. Ensuite, il fallait verser de l'eau jusqu'à la ligne inscrite sur le ballon jaugé en étant le plus précis possible. Après, nous avons versé la solution dans le bécher pour ainsi mettre la sonde de température pour noter sa température. Après toutes ces étapes, il fallait faire la solution diluée de HCl. Nous avons donc mesuré 90 ml de HCl dans un cylindre gradué. Dans un autre cylindre gradué, nous avons mesuré 60 ml d'eau qu'on a ajoutée au HCl. Pour cette solution, il fallait aussi noter la température. Ensuite, il fallait mélanger les deux solutions avec la plaque agitatrice. Nous avons donc versé la solution de NaOH dans le bol de styromousse et pendant que ça agitait grâce au barreau magnétique, nous avons versé la solution diluée de HCl dans le bol de styromousse. Finalement, nous avons retiré le bol de la plaque et ensuite nous avons noté la température finale avec la sonde de température. Finalement, la troisième réaction. Nous avons cette fois-ci pesé 12 g de NaOH. Nous avons pris 100 ml de HCl que nous avons dilué avec 100 ml d'eau avant d'ensuite en noter la température. Nous avons mis le HCl dilué dans le bol de styromousse et nous avons commencé à agiter le mélange avec le barreau magnétique et la plaque agitatrice. Nous avons ajouté le NaOH et à la fin de la réaction, nous avons noté la température finale que nous avons obtenue. Nous avons terminé en effectuant un deuxième essai avec les mêmes quantités de réactifs. Pour conclure, voici les résultats de l'expérience. Pour la première réaction, la chaleur molaire du premier essai était 40,7 kJ par mol. Ensuite, pour le deuxième essai, c'était environ 41 kJ par mol
Et finalement, pour le troisième essai, la chaleur molaire était environ 40,8 kJ par mol. On peut donc voir que les chaleurs molaires des trois essais sont très similaires, donc nos manipulations sont réussies. Ensuite, pour la deuxième réaction, la chaleur molaire était environ 43,3 kJ par mol, et pour la troisième réaction, le résultat du premier essai était environ 98,6 kJ par mol et le deuxième essai 99,4 kJ par mol. Bref, on peut voir que les résultats de la réaction 1 et 2 sont très concluants car les résultats pour chaque réaction respective se ressemblent. Comme pour la réaction 3, dont les résultats se ressemblent beaucoup aussi. Pour améliorer l'expérience, nous devrions tout d'abord effectuer la dilution dans le même cylindre puisqu'il y a moins de risque de perdre des gouttes de liquide de cette façon. Nous pourrions aussi utiliser un autre contenu qu'un bol de styromousse pour tenter de réduire les pertes d'énergie. Finalement, nous pourrions prendre un outil plus précis pour mesurer la température afin d'avoir des résultats plus précis à utiliser dans les calculs. Rappelons-nous de l'hypothèse. La somme des deux enthalpies des deux premières réactions nous donne l'enthalpie de la troisième réaction. Selon nos résultats, la moyenne des chaleurs molaires de la première réaction nous donne 40,86 kJ par mol. Additionné avec la chaleur molaire de la deuxième réaction, cela nous donne 84,16 kJ par mol. La moyenne des chaleurs molaires de la troisième réaction nous donne environ 99 kJ par mol, ce qui donne entre 84,16 kJ par mol et 99 kJ par mol, un écart de 15 %. L'écart reste raisonnable. Nous pouvons donc affirmer que l'hypothèse est concluante.